Nous commençons la séquence suivante, de maintenant jusqu'à 3h30, avec nos témoins qui vont nous expliquer comment, dans le climat actuel, par rapport à la vie professionnelle qu'ils ont vécue, par rapport à ce qui a traversé leur vie, comment ils s'engagent maintenant avec vigueur et comment ils se mobilisent et pourquoi. Alors le comité de pilotage a invité Madame Latifa Ziaten, que je vais présenter après, le docteur Jacques Boger, dont vous avez fait la connaissance hier dans un atelier sur le chômage, et puis Mohamed Meshmash, qui regrette de ne pas être là aujourd'hui. Alors je vais les présenter l'un après l'autre. Monsieur Mohamed Meshmash a dit dans une phrase qui est devenue célèbre: la banlieue n'est pas un réservoir de coupables, c'est une partie de la solution. Alors lui-même, il est né dans une banlieue et il s'est beaucoup mobilisé au moment où il y a eu deux jeunes qui ont été tués par la police à Clichy, au Clichy-sous-Bois. Et à la suite de ça, il y a eu des voitures qui ont été brûlées, il y a eu beaucoup de réactions. Et lui-même a créé une association à la suite de ça pour faire cesser le feu. Hein. Et il est intervenu fréquemment au point que sa connaissance des banlieues l'a amené à être contacté par le gouvernement pour faire une proposition demandée par le ministère de la Ville, chargé de la Ville. Et ce rapport au ministre délégué chargé de la ville s'appelle « Pour une réforme radicale de la politique de la ville ». Ça ne se fera pas sans nous. Voilà. Citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers populaires. Donc ça date de 2013. Maintenant, il faudrait voir où ça en est. Mais M. Meshmash n'est pas là pour nous le dire. Notre thème, c'est les peurs, hein, dans tous les domaines de la vie. Certains salariés d'entreprise ressentent la peur. Celle-ci est génératrice de mal-être, avec des manipulations, de l'anxiété, du stress, du burn-out. Et ça, vous en avez peut-être parlé hier dans l'atelier où vous étiez... Je parlais du chômage. D'accord. Bon, alors au moins, comme ça, il n'y aura pas de redite. Docteur, durant votre carrière, en tant que médecin du travail, vous êtes intervenu pour prévenir les risques psychosociaux, pour améliorer les conditions de travail. Vous êtes formateur concernant le vivre ensemble au travail. Vous alertez par vos ouvrages, comme Mal vivre au travail. Vous participez à des recherches telles que le harcèlement moral. Et je dois ajouter que vous êtes également accompagnateur à Solidarité Nouvelle face au chômage. Et c'était peut-être là que la question qui a été abordée dans l'atelier. Madame Latifa Ziaten, merci beaucoup d'avoir répondu présente à notre demande de témoignage. Nous savons que vous êtes très sollicitée pour porter sans relâche votre message dans les collèges, les associations, les plateaux de télévision. Nous vous avons vu et entendu sur les ondes. Votre action est reconnue, subventionnée. Votre épreuve, je la rappelle, l'un de vos enfants, Imad, sous-officier du 1er régiment du train à côté de Toulouse, a été assassiné par Mohamed Merah le 11 mars 2014. 2012, pardon, je me suis trompée. Après la mort de votre fils, vous vous êtes rendu à Toulouse, dans la cité où vivait son assassin. De jeunes garçons traînent au pied des tours, vous interpellent. Le terroriste était un martyr de l'islam, un héros.
En apprenant votre identité, il s'excuse. Je crois que cette rencontre a été fondamentale pour vous. À sa suite, vous créez l'association Imad in Ziaten, donc du nom de votre fils, pour la jeunesse et pour la paix, dans le but de venir en aide aux jeunes des quartiers en difficulté et de promouvoir la laïcité et le dialogue interreligieux et la culture de la paix. Votre livre s'intitule « Mort pour la France, Mohamed Merah a tué mon fils », donc de 2013. Voilà comment va se passer ce temps. Je vais donner la parole à chacun des témoins. Ce que je leur demande, c'est comment, à partir de leur vécu, la vie nouvelle, on sait ce que c'est le vécu, comment ils ont été amenés à s'engager et comment leur action contribue à lutter contre la peur, en intégrant tout ce qu'ils ont vécu. Donc, après les témoignages, il y aura un petit temps où ils souhaitent recevoir des questions, peut-être, mais on va quand même laisser toute la place à ces témoignages. Et donc, le temps qui va suivre, ce sera plus une précision par rapport à des choses qui auront été dites, et peut-être quelques questions tout de même, bien que nous n'ayons pas énormément de temps. En tous les cas, vous souhaitez que la salle puisse vous poser des questions. Docteur Jacques Boger, je vous donne la parole, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas docteur. Donc, bonjour à vous tous. Alors, ce que j'ai préparé, c'est un petit texte, une petite réflexion, directement par rapport aux peurs. Et en promouvant une réflexion sur l'association, les associations, le milieu associatif, comme remède aux peurs. Alors bien sûr, vous êtes des convaincus des associations et vous y participez tous. Alors, ce que je voudrais parler pour partir de la réflexion, vous présenter deux actions associatives, des associations que je connais bien, où je participe, qui interviennent chacune vis-à-vis de situations génératrices de peur. Sachant que ces associations, vous allez le voir, sont dans des contextes très très différents et répondent à des peurs très différentes. Alors, je vais parler donc de ces deux associations et puis après je parlerai un petit peu des similitudes que je vois entre les actions des deux et des différences. Alors, les deux associations, il y en a une que vous connaissez très bien, qui intervient justement face au chômage, puisque hier on a parlé pas mal du chômage dans l'atelier. C'est Solidarité Nouvelle face au chômage, SNC, donc qui lutte contre ce chômage et contre les peurs qu'elle induit. La deuxième association, c'est une association que peut-être vous connaissez moins bien ou pas du tout. C'est une association qui agit face à des situations de décès d'enfants, qui s'appelle Jonathan Pierre Vivante, on va en reparler tout à l'heure, que j'appellerai pour la facilité, je l'appellerai JPV et SNC, c'est plus facile à dire. Voilà. Alors, tout d'abord la question par rapport au chômage. Par rapport au chômage, cause d'exclusion sociale. Alors, je voudrais rappeler un tout petit peu de ce qui a été dit hier en atelier, les peurs induites par le chômage. Alors, en fait, pour le chômeur, que nous, à SNC, on appelle plutôt chercheur d'emploi, de préférence à chômeurs et à demandeurs d'emploi qui sont assez stigmatisants, on n'emploie plus ce terme de chercheur d'emploi qui montre une personne en activité de recherche. Et donc les peurs du chômeur, ce sont des peurs multiples qui s'ajoutent ou qui se multiplient même. Et c'est des peurs successives. Alors je vais les citer un petit peu. Avant même, le chômeur, c'est avant même le licenciement et la sortie de l'entreprise qu'il y a des peurs qui apparaissent. Des peurs de la perte d'emploi qui se traduisent par un stress important. Avant même, dès qu'on annonce une restructuration dans une entreprise, crainte de licenciement, et cette peur va également se traduire par des conflits interpersonnels à propos des critères de licenciement, à propos ça va réveiller des questions de personnes, etc. Donc, avant même d'être sorti de l'entreprise.
Une fois sorti de l'entreprise, donc on est dans la période du chômage. Alors, il y a encore différentes peurs qui s'ajoutent. Il y a d'abord la peur du déclassement et de la perte d'identité professionnelle. Pourquoi ? Parce que quand on est en recherche d'emploi, on ajuste son identité professionnelle aux postes qui sont recherchés. C'est-à-dire, ça fait un peu, je l'ai employé le terme d'effet caméléon, c'est-à-dire en fait, habituellement, on a même plusieurs curriculum vitae qui sont adaptés et on sélectionne les éléments en fonction de ce qu'on attend de soi. Et donc, il y a l'identité professionnelle devient plus incertaine. Il y a une autre peur, vous savez que le temps de recherche d'emploi, ça prend beaucoup de temps pour le chômeur. La recherche active d'emploi, ça prend du temps. Mais malgré tout, il reste un large temps qui est inoccupé. Et en fait, c'est la peur de l'horloge, c'est la peur du temps vide, du temps, même qu'on peut, sous une expression affreuse, on dit tuer le temps. Il reste du temps à tuer, et il reste une horloge vierge sans repère dans la journée. Avec des traductions en pratique, des oublis de rendez-vous, un certain nombre de conséquences directes. Une fois que le chômage se prolonge, on rentre dans le chômage de longue durée. Habituellement, on emploie le terme de 1 an. Au bout d'1 an, on est en chômage de longue durée. Et actuellement, il y a pratiquement un chômeur sur deux. On est à 45% des chômeurs qui sont actuellement en chômage de longue durée. C'est-à-dire au moins 1 an, voire 2, voire 3, etc. Alors là, il y a une peur du regard des autres. Un isolement social qui se fait. Alors on ne va pas le redévelopper parce qu'on en a bien parlé hier dans l'atelier. Il y a aussi une peur du regard de la famille. Donc il faut savoir par exemple que les études montrent que quand on est en chômage, on a 2,5 fois plus de malchance d'avoir une rupture conjugale que pour la population générale. Ça a de multiples répercussions. Et puis enfin, il y a une peur de soi-même qui se passe, dans un contexte d'absence de repères. Et cette peur va réveiller, hier là Éric Champ a parlé ça réveille des peurs anciennes. Donc cette peur de soi-même, ça va se traduire par un taux de dépression qui est double de la population générale et un taux de suicide qui est 2 à 3 fois plus important. Et ça c'est connu depuis des années, toutes les études le confirment. Donc on a vraiment une peur de soi qui apparaît avec le chômage de longue durée. Face au chômage, donc face à cette situation et à ces peurs, il y a 30 ans de ça, en 1985, un groupe de cadres. Alors je rappelle l'histoire, mais je sais que beaucoup de vous ont milité à SNC, mais je le récapitule un peu, c'est quand même une histoire très intéressante. Donc un groupe de cadres parisiens, en 85, s'est réuni pour essayer de trouver une ébauche de réaction à ceci. En voyant la montée, à l'époque c'était encore un problème émergent, ça commençait déjà à être un véritable problème pour la société. Tout ça sous l'impulsion de Jean-Baptiste de Foucault, que vous connaissez bien, à la fois comme un ancien commissaire au plan là du temps, je crois que c'est au gouvernement Rocard, et puis surtout auteur d'un certain nombre de livres qui recherchent des solutions face à la crise, et notamment l'abondance frugale, où on parle beaucoup de cette question du chômage. Alors, je rappelle donc l'association. Il y a un maître mot à SNC, c'est le mot accompagnement. Accompagnement, donc je l'ai dit, de chercheurs d'emploi. Cet accompagnement se manifestant essentiellement de 2 manières. D'une part, l'aspect un peu entre guillemets technique, c'est-à-dire l'aide à la reformulation ou à la définition d'un projet professionnel, et puis des conseils techniques par rapport au curriculum vitae, par rapport aux lettres de motivation, par rapport à des préparations d'entretien. Mais il y a aussi une deuxième partie qui est sous-entendue. Il y a un soutien psychologique qui est important. La personne, on emploie toujours le terme personne, peut parler en confiance de ses difficultés, sous un regard bienveillant, et puis étant ainsi valorisé, ça peut favoriser un retour à l'estime de soi qui en général qui est bien bas. Alors, ce qui est intéressant à SNC, c'est qu'il y a une méthodologie qui est très précise. Et je pense que c'est important, on en reparlera certainement tout à l'heure. Ça se manifeste, chaque chercheur d'emploi est accompagné par un binôme d'accompagnement. C'est jamais une personne seule, c'est toujours un binôme
qui suit toujours le même chercheur d'emploi. Binôme, ça veut dire complémentarité de tempéraments d'accompagnants et d'expériences différentes. Donc ça fait un effet un peu de synergie. Ces formateurs, ces accompagnants bénéficient aussi de formation, tout ça dans cette méthodologie, formation aux techniques de recherche d'emploi ou à la relation d'aide. Donc, il y a des entretiens à 3 personnes, le chercheur d'emploi et puis 2 accompagnants, tout ça dans un esprit de bienveillance. Alors toujours dans la méthodologie, ce qui est bien précis, c'est des éléments très pratiques qui, à mon sens, sont pas neutres. Ainsi, par exemple, les lieux de rencontre, les lieux d'entretien sont toujours des lieux neutres. C'est dans un café, un local associatif, un foyer de jeunes travailleurs, etc. Donc toujours un lieu de rencontre neutre et pas le domicile ni de l'accompagné, ni des accompagnants. La fréquence des entretiens, c'est la fréquence qui est souhaitée par le chercheur d'emploi. Alors habituellement c'est toutes les 3 semaines ou 1 mois, mais les accompagnateurs s'adaptent à la personne en recherche d'emploi. Ces entretiens se faisant sans limitation de la période de suivi. Ça peut se pérenniser parfois pendant plusieurs années, jusqu'à la recherche d'emploi, jusqu'à d'avoir trouvé un emploi, parfois même plus, dans certaines circonstances. Autre point de méthodologie, les accompagnateurs se retrouvent eux-mêmes en réunion tous les mois. Ça permet d'échanger des informations, ça permet aussi d'échanger des idées vis-à-vis de problèmes suscités par les entretiens et de situations difficiles des chômeurs. Il y a ainsi 150 groupes locaux en France maintenant, qui regroupent 2000 bénévoles, qui suivent eux-mêmes 3000 accompagnés. Autre point, dans ces groupes de solidarité, il y a également des personnes ressources, souvent c'est des psychologues, qui aident à avoir un éclairage professionnel vis-à-vis de certaines situations, à la demande. Autre spécificité de SNC, qui est très spécifique à SNC, c'est l'existence d'emplois solidaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un emploi solidaire ? C'est un emploi qui est créé par une association ou structure sans but lucratif qui souhaite habituellement élargir son activité ou créer une nouvelle branche d'activité. Et la particularité, c'est que ces emplois, qui se font sous forme habituellement de contrats d'1 an, sont financés par SNC, sans argent des pouvoirs publics. Donc c'est SNC qui finance directement ces emplois à hauteur de 115% du SMIC. Donc c'est très particulier à SNC. Donc ça a un double intérêt. Intérêt pour l'association, bien sûr, qui a une nouvelle personne dans sa structure, en déboursant peu financièrement, et puis bien sûr, intérêt pour le chercheur d'emploi, dont le but est de leur remettre le pied à l'étrier dans le monde du travail. Ainsi, en 2015, il y a eu création de 85 emplois sur la France. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que sur ces emplois, il y en a la moitié qui se pérennisent, 50% de pérennisation. Alors, bien sûr, il y a des difficultés, c'est évident, parce que on voit des personnes en recherche d'emploi qui sont dans des situations difficiles, en chômage de plus en plus longue durée, certaines présentant des cumuls de handicaps médicaux, sociaux, etc., parfois relationnels, ce qui entraîne parfois un suivi irrégulier, une irrégularité des rendez-vous, etc. Donc, bien sûr, il y a des difficultés. Ces situations difficiles peuvent aussi entraîner une usure des bénévoles avec le temps. Donc, il y a en permanence recrutement de bénévoles, d'autant que les besoins, comme vous le savez, augmentent de plus en plus vu la montée du chômage. Alors, malgré tout, cette association me semble un modèle et fait naître beaucoup d'espoir. D'abord, parce que il y a des résultats quand même assez positifs, puisque statistiquement, il y a 62% de sorties positives pour les personnes accompagnées. Donc, ce qui est pas mal, étant donné les situations souvent difficiles.
il y a de plus en plus de groupes locaux qui se créent. Au départ, c'est une association qui est très parisienne, même, Paris et banlieue. Et maintenant, ça s'est quand même bien étendu dans le reste du territoire français. Et également, il y a une augmentation de l'audience de SNC dans les médias et auprès des pouvoirs publics. Manifestement, avec le plaidoyer de SNC se diffuse de plus en plus. Voilà, donc ça c'était la première association dont je voulais vous parler, donc face aux peurs suscitées, on est toujours dans les peurs et puis dans le thème du week-end, suscitées par le chômage. Alors, je vais vous parler d'une deuxième association face à un type d'événement dont on n'a pas du tout parlé et qui suscite également des peurs massives, mais d'un tout autre ordre, puisque là on va être dans l'intime, mais aussi un peu dans le social. C'est une association dont j'ai parlé qui s'appelle Jonathan Pierre Vivante. J'expliquerai le pourquoi du nom, parce que le nom semble un peu bizarre, je l'expliquerai tout à l'heure. C'est une association donc, qui s'est créée face à cette situation qui est par contre très très peu médiatisée, qui est pour les parents d'avoir un enfant qui décède jeune. Alors, en fait, cette situation est beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense, puisque statistiquement, chaque année, il y a 11 000 décès, 11 000, de moins de 35 ans. Parmi ces décès, plus de 4 000 sont des décès brutaux, par accident, par homicide, et le plus souvent par suicide. Alors ça a des conséquences psychologiques et sociales majeures. Alors, un tel décès dans une famille, souvent brutale, ça va constituer une rupture brutale dans la vie des parents et de toute une famille. On est dans des décès qu'on appelle injustifiés, et on va se trouver, entre guillemets, dans des situations contre nature. Alors, je vais donner des exemples pour comprendre, parce que un exemple, par exemple, il faut savoir que un suicide d'un jeune, ça veut dire une enquête de police. Ça veut dire que vous avez des policiers chez vous pendant un certain temps. Ça veut dire aussi, alors pas que pour les suicides, mais pour quel que soit le décès d'un jeune, vous allez hériter de votre enfant. C'est-à-dire que vous allez passer devant le notaire et hériter. Donc on est vraiment dans des situations contre nature. Donc on peut comprendre que vivre un tel deuil, c'est une situation très, très complexe et très longue. Alors, il y a eu quelques études là-dessus, et il faut savoir que, par exemple, un décès brutal laisse en moyenne 6 personnes durablement endeuillées dans l'entourage, parfois à vie. Et ce qui fait que, statistiquement, si on s'en rend compte, tous les ans, ça veut dire 70 000 personnes ainsi endeuillées par un décès d'un enfant jeune. Donc, c'est pas uniquement de l'individuel, ça devient un phénomène social dont on parle peu. Par rapport aux peurs, donc vivre une telle situation, ça va entraîner des peurs multiples également, tout à fait différentes, bien sûr, complètement différentes. Il y a d'abord la peur du regard des autres et de l'incompréhension qui est réelle de l'entourage face à presque un tabou social. Si vous voulez, l'entourage ne comprend pas, essaie d'interpréter cet événement, peut culpabiliser, et au minimum ne sait pas comment se comporter. Également, les réactions de l'entourage sont également parfois négatives. L'entourage, par exemple, une phrase qui se dit souvent, « le temps passe, vous devriez oublier ». On ne peut pas oublier. Donc, c'est une psychologie donc, qui est difficile à comprendre. D'où le risque majeur pour les personnes qui sont endeuillées d'un isolement, voire d'un enfermement psychologique. Ainsi, par exemple, dans l'entourage d'une famille endeuillée, on sait qu'il y a un risque suicidaire aussi. Il y a plus de suicides dans l'entourage d'une famille endeuillée. Comme pour le chômage. Ça n'a aucun rapport, mais c'est un symptôme, si vous voulez. Va apparaître aussi une peur de soi. Peur de soi parce qu'il y a toujours de la culpabilité, qui est pratiquement toujours injustifiée, bien évidemment, mais qui est constamment présente dans le suicide, bien sûr, mais même pour un accident. Même pour un accident, les parents se disent toujours
qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce que j'aurais pas dû dire ou est-ce que... Toujours, même pour une maladie, quand on discute, quand on écoute, il y a toujours de la culpabilité qui apparaît, quelle que soit la cause d'un décès. Il y a aussi des phénomènes de peur qui se manifestent, par exemple, par une appréhension des dates anniversaires d'un décès, qui se manifestent par une peur des fêtes familiales. Noël, tout ça, c'est souvent très difficilement vécu. Peur du vide, peur de la vie quotidienne, quand il y a une personne en moins dans la famille. Et puis même, pour l'entourage, il y a une peur du passé et de l'avenir. Je m'explique. Par exemple, quand il y a un décès, il y a une peur de la reproduction du même décès pour les autres membres de la famille. C'est le cas pour les suicides, c'est le cas pour les maladies héréditaires, c'est un certain nombre de maladies où il y a une appréhension, ça amène un contexte d'appréhension. Alors ça c'est pour situer un petit peu le contexte psychologique. Donc face à ça, alors à la même époque, finalement, il y a un parallélisme, je vais en reparler, que SNC. Donc un groupe de parents en région parisienne s'est également réuni pour fonder une association après le suicide d'un adolescent. Alors c'est là que je vais expliquer, juste pour l'anecdote, Jonathan Pierre-Vivant. Pourquoi Jonathan? Il se trouve que cet adolescent, c'est juste pour expliquer, c'est très anecdotique, et puis un jour il faudrait changer le nom de l'association. Il se trouve que cet adolescent aimait beaucoup le livre à l'époque qu'il y avait Jonathan Livingstone, le goéland. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Les parents ont fait un jeu de mots, Livingstone, Pierre Vivant, donc c'est devenu Jonathan Pierre Vivant. Voilà, bon, c'est anecdotique, ça correspond à l'histoire. Donc, à l'image de ce groupe, se sont refaits d'autres groupes locaux d'entraide, dans toute la France, qui regroupent actuellement 1300 familles. Donc c'est presque aussi important, si vous voulez, que SNC. Mais on n'en parle jamais parce qu'on est dans l'intime et dans quelque chose de encore plus tabou, que le chômage est déjà tabou d'en parler, mais alors là on est dans le... Donc le but de cette association, c'est de permettre aux parents, maintenant c'est élargi aux frères et sœurs, à la fois d'être écoutés, à la fois de rompre l'isolement et puis de retrouver un vrai chemin de vie. Voilà. Alors comment se passe l'entraide dans le cadre de cette association? D'abord il y a des groupes de parole. Groupe de parole pour les parents d'un enfant décédé, quel que soit son âge, quelle que soit la cause, bien sûr, mais il y a une particularité tout à fait notable. C'est que les groupes de parole sont animés non pas par des professionnels, mais par des parents qui ont eux-mêmes vécu la même situation et qui sont formés par l'association. Voilà, c'est vraiment une particularité et ça se passe très bien. C'est aussi je pense aussi efficace que si c'était des professionnels, parce qu'ils ont été formés. Alors l'entraide se passe aussi par des journées de partage et d'amitié. Il y a un partage de ressentis dans un bulletin, des forums internet, etc. Des conférences et des sessions qui sont animées par des professionnels pour le coup. Et puis étant donné que le sujet est quand même sensible et difficile, il y a un comité d'éthique qui vérifie en permanence qu'il n'y a pas de dérive de l'action de l'association. Il y a beaucoup de possibilités il pourrait y avoir possibilité de dérive. Alors, les espoirs que suscite cette association, donc JPV est maintenant reconnu dans son action au niveau national, notamment par les associations familiales, l'UNAF par exemple, et c'est une association donc de parents d'enfants décédés qui est reconnue comme les associations de parents d'enfants vivants. Donc c'est quand même par l'UNAF. Donc ça c'est intéressant. La mort d'un jeune est de moins en moins un sujet tabou. C'est un sujet qui, lorsque l'association a été créée, était un sujet tabou. On peut dire tabou, notamment pour la question du suicide. JPV participe à des actions de prévention aussi, y compris de prévention du suicide. Et puis cette année, un peu une reconnaissance par les pouvoirs publics, il y a eu une reconnaissance d'utilité publique par l'État. Et puis alors, autre point d'actualité, malheureusement, c'est que l'association a été contactée après les attentats, parce qu'il y a des jeunes qui ont été tués, bien évidemment, dans les attentats ou dans des circonstances similaires. Alors pour terminer, ce que je voudrais faire, c'est un petit peu repérer, si vous voulez, les convergences et puis les différences entre ces deux associations, qui sont a priori complètement différentes.
Alors, dans les deux cas, on est face à une démarche humaniste qui valorise la personne et le maintien d'estime de soi. Alors, c'est intéressant de constater que les deux associations ont été créées par des personnes à référence chrétienne ou militants chrétiens. Mais, dans les deux associations, les statuts et les actions sont sans aucune référence confessionnelle. Dans les deux cas, on est dans une réponse associative à des besoins qui ne sont pas couverts par les pouvoirs publics. Dans les deux cas, c'est une réponse face à une demande qui est exprimée par une personne. Il n'y a pas de prosélytisme, ce sont des personnes qui viennent avec une demande de personnes qui se trouvent face à un traumatisme, dans un cas le chômage, dans l'autre un décès. Donc ils viennent dans une démarche active eux-mêmes. À l'inverse, par exemple, là, pour le chômage de Pôle emploi, où les chercheurs d'emploi sont dans une démarche passive, ils sont convoqués, ceux qui viennent à SNC sont dans une démarche active. Alors pour l'anecdote, il faut savoir que dans les deux associations, ces demandes se font de plus en plus par Internet, et non plus, beaucoup plus rarement directement. Ça, c'est l'époque qui veut ça. Dans les deux associations, il y a une expression d'un vécu personnel face à un, quasi-tabou social, puisque le chômage reste quand même un quasi-tabou social dans la réalité. Alors, expression, on passe, là c'est peut-être un petit peu, on passe du tu, du verbe taire, ce qui est non dit, ou mal dit, au tu, toi, et au nous. Voilà, c'est juste pour faire un jeu de mots comme font les psychologues, mais c'est vrai en fait. On passe du non-dit à l'exprimé et collectif. On passe de l'individuel, demande individuelle, non seulement au collectif, mais en fait, dans les deux associations, il y a un double aspect. On continue à être dans l'accompagnement individuel, mais s'ouvre un champ collectif. Il y a les deux. Je pense que c'est intéressant. Dans les deux associations, il y a un accompagnement qui se fait dans la durée, face à des temporalités qui sont longues. Le chômage, c'est de plus en plus une temporalité longue. Le deuil, surtout quand il est difficile, on est dans une temporalité très longue. Dans les deux cas, le chômage c'est mois et année. Un décès de cette nature, c'est des années. Alors, ce qui est aussi intéressant, me semble-t-il, c'est qu'on est dans des associations qui sont structurantes par rapport à des peurs qui sont angoissantes, diffuses, et c'est structurant. Je m'explique. L'activité et les statuts des deux associations sont très précis. Ça évite des dérives sur des sujets qui sont sensibles. Ainsi, par exemple, les bénévoles dans les deux associations sont formés, ont des formations spécifiques. Ça me semble indispensable. Dans les deux associations, l'éthique est vérifiée pour éviter également les dérives. Et puis également, ça permet d'éviter les conflits malsains qui existent dans beaucoup d'associations, des conflits de pouvoir, les conflits entre salariés et puis bénévoles. Et voilà, donc les choses sont cadrées et ça me semble important de le préciser. Et puis dernier point, point commun également, c'est que le champ d'activité est largement ouvert à la société maintenant. Ça dépasse les seules personnes concernées. Et c'est ouvert vers un plaidoyer, c'est le terme qui est maintenant utilisé, de sensibilisation auprès des pouvoirs publics et de l'opinion. Alors il y a quand même une différence importante dans ces deux associations. C'est que SNC accompagne des demandeurs d'emploi, c'est un accompagnement de demandeurs d'emploi par des personnes qui n'ont en général pas elles-mêmes vécu le chômage. Voilà. Alors cependant, bien sûr, il y a d'anciens chômeurs qui deviennent accompagnateurs, mais une fois qu'ils ont retrouvé un emploi, si vous voulez. Mais habituellement, il y a une confrontation entre les chômeurs et les personnes qui n'ont pas connu directement le chômage. Alors que JPV, c'est une entraide justement entre personnes qui ont vécu la même chose, qui ont un point commun, ce qui facilite d'ailleurs les relations.
Alors en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que ces deux associations ont été créées à la même époque à peu près. À l'époque, elles répondaient à des peurs émergentes, puisque le chômage commençait à être un problème majeur. Et puis, on parlait très peu, pour ce qui est du JPV, des familles des jeunes décédés, et le suicide lui-même était un tabou. Depuis, ces deux associations se sont pérennisées, et à mon avis, c'est parce que justement, elles se sont structurées de manière claire face à de l'incertain et de l'angoissant, en réponse justement à ces peurs. Mais il y a une espèce de structuration qui, je pense, aide aussi. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en dirais de tout ça, C'est que hier, on a identifié beaucoup de peurs émergentes, hier et puis ce matin. Et moi, je pense qu'on peut souhaiter beaucoup de démarches associatives émergentes, innovatrices, comme l'on peut être celles que j'ai citées. Et alors, je terminerai par une statistique qui est assez optimiste. C'est que actuellement, tous les ans, il y a 65 000 associations qui se créent. Alors que dans les années 70, j'ai bien regardé les choses, il ne s'en crée que 30 000. Donc il se crée 2 fois plus d'associations actuellement, contrairement à ce qu'on peut penser, qu'il ne s'en crée il y a 40 ans. Donc ça, c'est un élément positif, je pense. Actuellement, au niveau association, toute association générale, il y a 16 millions d'adhérents à au moins une seule association en France. Ça, c'est tout à fait, je pense que c'est propre à la France et c'est très positif. Et parmi ces 16 millions, on estime qu'il y a 50% d'adhérents actifs, ce qui est énorme. Avec un tout petit bémol quand même, j'ai bien lu l'étude en question, qui montre que la majorité des adhésions de ces associations se font entre 60 et 75 ans. Voilà, donc et que les catégories socio-professionnelles sont quand même élevées, sont quand même surreprésentées parmi les adhésions. Voilà, c'est le seul bémol. Voilà, je vous remercie.